Et bah voilà, on est déjà mieux, au moins on cache la cavasse. Du coup voilà, en fait c'est ça un peu le problème de ce film, c'est que c'est un bon divertissement. Je pense pas que si des gens ils vont avec des enfants, ça passe en fait, ça passera. Mais si tu y vas vraiment en tant qu'adulte pour voir un bon film, honnêtement tu vas être déçu. Ça sera la déception totale. Donc bon, on va essayer de développer un petit peu tout ça. Donc pour ça, on va d'abord reparler un petit peu du premier film, du tout premier film. Tac, les Animaux Fantastiques 1. Alors, pour revenir à ça, moi honnêtement, ce film-là, j'étais un petit peu mitigé quand il est sorti. J'étais un petit peu mitigé, tout simplement parce que le film est très beau. C'est la Warner, hein, ils font de très très bons films. Enfin, de très beaux films avec des effets spéciaux, mais tellement propres, tellement stylés. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Mais en fait, les points qui m'ont un petit peu laissé de côté dans ce film, c'est un peu le scénario. Le scénario est un peu bateau, t'as, on va dire, la magie des animaux fantastiques qui est très bien réussie, c'est pas la question. Mais en fait, le scénario est un peu bateau. Limite, en fait, si Dragono, il arrive avec 2 heures d'avance ou 2 heures de retard, il croise pas le moldu, il n'y a pas de scénar, il n'y a pas de film. Du coup, bon, à la limite, tu vois, ça passe, mais à la fin, t'as le truc avec Grindelwald, etc., ça essaie de te faire un lien avec d'autres trucs. En fait, ce problème-là, pour moi, c'est qu'en fait, ça te pose une énorme question. C'est Dragono, en fait, il est là au mauvais moment et au mauvais endroit. Du coup, à tout moment, je m'attends à voir Bruce Willis te sortir un yippee tu vois. Mais bon, ça, c'est un peu mon avis, c'est un peu mon problème que j'avais avec ce film à ce moment-là. C'est que en fait, Dragono est vraiment là au mauvais moment, au mauvais endroit. Enfin, au mauvais endroit et au mauvais moment. Mais sinon, honnêtement, le personnage de Dragono, enfin l'acteur, j'ai oublié son nom, je le trouve hyper attachant, hyper sympa. T'as envie de le suivre, il te fait rire, enfin un peu rire, on va dire. Du coup, moi, je suis assez client, donc ça passe en fait. En gros, ça passe, c'est pas le problème. Euh, mais ouais, ce lien entre Dragono et Grindelwald, je le trouve totalement à chier. Ils auraient pu faire un truc avec le ministère qui fait chier son monde avec son importation illégale d'animaux. Why not? Mais le problème avec Grindelwald, pardon, l'Obscurial et tout, je trouve que ça tombe vraiment comme un cheveu dans la soupe et c'est pas... Ouais, je trouve que ça dessert un peu le film. Ils auraient pu faire vraiment un très bon spin-off, Les Animaux Fantastiques, sans ça, et ça aurait été un très très bon film. Mais malheureusement, voilà, ils ont préféré se laisser une porte sortie, enfin une porte d'entrée, pour pouvoir en faire des suites. Donc why not? Why not? Moi, je suis pour aussi hein, ce genre de choses. Hein. Ils ont voulu tester. Au final, le premier film a très bien marché, donc pourquoi pas partir là-dessus? Maintenant, maintenant, en fait, il y a un problème, c'est le 2. C'est le 2. Parce qu'en fait, ce problème que Dragono est là au mauvais moment, au mauvais endroit, enfin au mauvais endroit, au mauvais moment, cette expression, j'arriverai pas à la dire facilement. C'est pas grave. Il est là un petit peu au mauvais endroit, au mauvais moment, ok. Mais en fait, ils essayent de rattraper un petit peu le coup de manière totalement maladroite dans le deuxième film, avec avec Dragono qui dit à Dumbledore, ouais, vous saviez que si vous me parliez du faucon, j'allais forcément aller le chercher et que j'allais forcément arriver là où il y avait Grindelwald, et etc. Mais Dumbledore, c'est un peu censé être le génie de la stratégie. C'est un génie de la stratégie, et le gars, il base tout son plan sur le timing que Dragono va passer à la gare à faire un aller-retour, quoi. Je trouve ça ouf, putain. Et le gars est parti, je crois que c'était en Afrique où l'oiseau avait été embarqué, je sais plus trop. Il va là-bas, il le retrouve, il arrive à Londres, pile poil au moment où Grindelwald pète un câble. Je trouve ça un peu tendu. Je trouve ça un peu tendu. Du coup, ouais, cette justification pour moi ne fonctionne pas, hein, clairement. Parce qu'au final, ça dessert totalement le personnage de Dumbledore. Donc bon, à la limite, c'est un détail, on va pas y passer 2 heures non plus. Mais ce film-là, en fait, on perd totalement le côté magique des animaux. T'en as quelques-uns, t'as le moment très stylé avec la petite clochette et le genre de lion serpent, je sais plus son nom à ce truc, qui est très drôle, qui est très sympa. T'as encore ce côté un peu drôle apporté par Dragono, et t'as une scène très touchante où Dragono en fait se laisse totalement faire dans sa valise,
par justement cet animal, où du coup il lui décroche la chaîne, etc. Et ça fonctionne plutôt bien. Et je trouve ça très très beau, mais au final en fait ces scènes-là c'est même pas 5 minutes dans le film, et du coup bah en fait ça sert à rien. Et le film du coup il perd totalement ce côté magie des animaux, pour amener un côté fan service avec Nagini, etc. qui est tout simplement en fait OSEF total, qui est clairement OSEF total. Je trouve ça un peu dommage, je trouve ça vraiment dommage parce que ça dessert totalement le film pour moi. Et après il y a quoi d'autre à dire dessus? Ouais, d'ailleurs, ils perdent dans le côté animaux fantastiques, mais en plus de ça, ils perdent aussi Dragono comme personnage central, pour moi. T'es déjà plus en train de suivre l'histoire de Grindelwald et de Croyance, plutôt que l'histoire de Dragono, je trouve ça un peu con. Johnny Depp, dans le rôle de Grindelwald, honnêtement, ça va. Je trouve qu'il a un très bon charisme et il avait un très bon feeling avec le rôle. Par contre, il y avait un problème pour moi. C'était son œil. Dès que je le voyais, en fait, le charisme de Johnny Depp, son talent d'acteur, tout ce que tu veux, il était totalement anéanti par l'œil de Grindelwald. Je ne voyais plus que ça, et je trouve qu'en fait, ça rend le perso assez bizarre. Et ouais, ça casse en fait l'effet un peu dramatique apporté par le perso, parce qu'en fait, t'écoutes même plus le perso, il n'a même plus vraiment d'intérêt. Tu te remarques qu'il n'y a que ça en fait à l'écran, et c'est horrible. Et c'est assez horrible. Bref. Euh, ouais, en plus, en parlant de ça, le film, quand je l'ai au cinéma, je me souviens, j'avais dit, en fait, ce film, d'entrée de jeu, il se fout de ta gueule. C'est avec la scène d'évasion de Grindelwald. Le mec est déjà sorti de tôle, il a déjà sa baguette, il a le genre de médaillon, le pacte de sang qu'il a fait avec Dumbledore, il a déjà tout. Il est déguisé, sûrement avec polynectar, enfin avec du polynectar. Il peut se barrer, mais non, mais non, le gars donne sa baguette, il donne le médaillon au gars qui est censé faire son transfert d'une tôle à l'autre, et ensuite il attaque le convoi pour récupérer ses trucs. Aucun sens. Aucun sens. À part, c'est les 10 premières minutes du film, et les 10 premières minutes du film m'ont totalement perdu. C'est pour ça que j'avais pas forcément envie d'aller voir le 3. Parce que déjà, bah, ça devait être la suite du 2, donc ça annonçait rien de bon. Et entre temps, il y a eu toutes les polémiques autour de Johnny Depp et aussi Ezra Miller, l'acteur de Croyance, qui avait aussi eu quelques frasques. Du coup, on sait que le scénario a été retoqué, on sait qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été modifiées par rapport à ça. Et en fait, c'est ça le problème. Pour moi, c'est ça un peu le problème. C'est que quand tu sors un film, t'as des gros panneaux attention, ou stop, ou ça va être de la merde, quand t'as des changements de réalisateur, quand t'as des scénarios retoqués, quand t'as des changements, enfin quand t'as des polémiques autour de certains acteurs et du coup ils doivent être évincés du scénario. Tout ça en fait pour moi ça te donne des grosses alertes rouges, et c'est pour ça que le troisième film honnêtement pour moi il partait pas gagnant, hein. Il partait vraiment pas gagnant, et du coup bon là on va passer au troisième. Du coup, bon, ce film, par où commencer? Encore une fois, je vais peut-être commencer par les points positifs, parce que personnellement, je m'attendais à rien de ce film. Je m'attendais vraiment à être déçu, à dire, ok, c'est un film what the fuck, totalement à chier. Mais, au final, le rendu est pas si moche que ça. Il est pas aussi moche que ce que je pensais. Moi, j'ai tendance à essayer de voir, surtout quand on parle de films, de cinéma et de séries, j'ai tendance à essayer de voir le verre à moitié vide et de parler des choses qui ont marché ou qui auraient pu marcher si tu changeais 2-3 trucs. Donc je vais peut-être commencer par là, au moins ça sera très vite fait, mais on pourra après lui casser la gueule. Parce qu'en fait, les graphismes, c'est un truc de fou. Le film est extrêmement beau. Il est extrêmement plaisant à regarder. Les combats à la baguette, au sortilège, etc., je trouve ça sublime. C'est marqué spoil dans le titre, hein, donc je vais me lâcher. Attendez, je vérifie que c'est bien marqué spoil dans le titre. c'est là le gros connard, tu vois. Où est-ce que je vois ça, moi? T'imagines? Ouais, c'est bien marqué spoil dans le titre, ok. Du coup, t'as en fait ce problème-là pour moi, c'est que le film est extrêmement beau, les combats à la baguette, les sortilèges, c'est extrêmement beau. T'as la scène avec le cahier, là quand il y a la tentative d'attentat, entre guillemets, on y reviendra, on y reviendra à ce problème.
Mais dans cette salle là où du coup ils se sont attaqués partout, elle balance le cahier, ils marchent sur les pages. Le film, enfin la scène est extrêmement belle. Les combats, les deux combats de Dumbledore, d'abord contre Croyance et ensuite contre Grindelwald, je les trouve, mais alors, hyper dynamiques. Je les trouve hyper dynamiques et hyper propres. Je trouve ça vraiment très beau. Le film est très très beau à regarder. Franchement, la Warner, comme je l'ai dit juste avant, ils ont l'habitude d'offrir de très beaux films avec de l'action et des effets spéciaux très bien réalisés. Mais là, je trouve qu'ils se sont vraiment surpassés. Franchement, le film, de ce point de vue-là, si quelqu'un attaque ce point de vue-là, je trouve qu'il est clairement de mauvaise foi. Il est clairement de mauvaise foi. Parce que le film est extrêmement beau. Et honnêtement, personnellement, même s'il y a des moments où c'est un peu lent, où c'est un peu ralenti, l'action, etc., je trouve qu'on se fait pas autant chier que ça. Le film n'est pas aussi lent que certains le disent. Moi, personnellement, les 2 heures, je les ai pas vues passer. Après, bon, c'est peut-être moi. Je suis peut-être bon client, je sais pas. Mais franchement, tout ça fonctionne. Tu te replonges dans l'univers d'Harry Potter, hein, pas dans l'univers des animaux fantastiques, parce que ça, c'est totalement oublié. À part sur 2 scènes, mais sinon, c'est totalement oublié. Et... Ah, ouais, je vais peut-être en parler tout de suite de ça. T'as en fait, pour moi, les animaux fantastiques, t'as la première scène d'intro du truc, t'as Dragono qui est là avec son genre de Kilin, c'est un genre de Bambi doré, ouais, il est doré, je suis dans mes souvenirs, c'est un genre de Bambi doré, et en fait, les animaux fantastiques, c'est juste cette scène d'intro, c'est tout. Après, tout le reste, on s'en bat les couilles. Et du coup, je trouve ça très drôle. Et en fait, t'as une deuxième scène dans le film où t'as Grindelwald qui égorge justement ce Bambi doré. Et t'as la scène où il l'éclate sur le sol. C'est d'une violence. Oh putain, ben en fait, c'est ça les animaux fantastiques. Bah, dans ta gueule. Allez, ramasse ta merde. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait des animaux fantastiques. De toute façon, on le voit là à l'image. Ah, c'est devenu petit, les animaux fantastiques. Hein. Faut pas le dire trop fort. Mais clairement, en fait, dans le film, ils te prennent un animal mort et bam, ils te le jettent à terre. Bah là, c'est tout pareil. C'est tout pareil. C'est exactement ça, les animaux fantastiques. On te l'éclate au sol. Bref. Du coup, le film, très beau, on l'a dit, mais il y a pas mal de problèmes dans ce film. Parce que bon, si t'enlèves, on va dire, le côté magie à Harry Potter, le côté fanservice avec Dumbledore jeune, etc., et aussi les effets spéciaux, hein, le gros point fort du film. Si t'enlèves ces 3 points-là, bah en fait, tu te retrouves que le film est vide. Le scénario, il est vide. Il a pas de sens, il a pas d'intérêt, il sert à rien. Voilà. Je pense qu'en fait... Je pense en fait, le gros problème de ce film, c'est justement les polémiques, les changements d'acteurs, etc. Tout ça a fait que le scénario a dû être totalement détruit, tailladé un peu à la sulfateuse, et ensuite il a été recollé un petit peu comme il pouvait. Et ils ont essayé de te faire une histoire qui suit, on va dire, un peu la route. Mais du coup, en fait, tu le ressens parce que le scénario a pas de sens. Le scénario a pas de sens. Et pour mieux expliquer ça, je pense qu'en fait, pour vraiment expliquer en fait comment le scénario est vide, je vais prendre chaque personnage. Je vais vraiment parler de chaque personnage principal, on va dire, les personnages principaux. Et vous montrer à quel point ils n'ont pas d'intérêt dans le film. Et du coup, bah, si tous les personnages principaux n'ont pas d'intérêt dans le film n'a pas d'intérêt pour moi. Mais bon. Du coup, je vais commencer par l'équipe des gentils et avec le Moldu. Le Moldu. Qui aurait pu avoir sa place dans le film. Franchement, avoir un petit peu un retournement de situation, etc. Mais au final, non. Au final, non. Le mec n'a strictement aucun impact dans le film. Tout ce qu'il fait ne sert strictement à rien. Ça, comment ça s'appelle en fait, son seul intérêt, c'est sur le dénouement final. Il devait être 6 pour que ça fonctionne. Même si à 5, ça devait passer. Mais il voulait être 6. Bah, du coup, ils ont ramené lui pour faire la 6ème roue du carrosse. Parce qu'en fait, c'est le seul qui pouvait faire le rôle, à croire. Mais bon. Mais en plus, d'ailleurs, le film le trimballe comme ça. Mais j'ai l'impression qu'aussi les autres personnages étaient dans le cas où ils trimballaient ce personnage comme un boulet, en fait. Ils se le lançaient à droite, à gauche, en mode, bon, bah là, aujourd'hui, il va aller avec toi. Il va rester avec toi, après, il va partir avec lui, et on va continuer comme ça.
Et ensuite, on va l'envoyer tout seul, tu vois, à la fin. Mais le mec ne sert à rien. Il est trimballé comme un gosse, en fait, de droite à gauche, et il n'a aucun impact sur l'histoire. Il a ces quelques moments drôles et un peu comiques, mais d'un point de vue scénaristique, ce personnage ne sert à rien. Il n'apporte rien, il ne fait rien. Il a ces 2-3 petites scènes, mais en fait, c'est des scènes qui auraient pu être coupées. Du coup, bah, clairement, ça sert à rien. Mais bon. Du coup, voilà. En plus, bon, je vais revenir à la fin sur les différentes scènes. Mais bon. Ah oui, elle. Oh là là. Alors, c'est très drôle, c'est qu'en fait, je viens de voir sa tête et je me demandais, c'était qui, elle? C'était qui, elle? En fait, elle, c'est l'assistante de Norbert Dragono. Elle s'appelle Bounty, je crois. Bounty? Bounty? Non, ça, c'est les barres de chocolat. Je sais plus son nom. Bounty, un truc comme ça. Ouais, bon, on va l'appeler Bounty, c'est pas grave. En fait, dans le 2, elle fait déjà une apparition totalement foireuse. Où on comprend que c'est un peu l'assistante ou la stagiaire de Dragono, mais qu'elle sert à rien, on la reverra pas du tout dans tout le film. Et là, en fait, c'est un peu le même principe. On la revoit, on la présente, et ensuite, elle a 4 pauvres scènes éparpillées de quelques secondes. À chaque fois, les scènes durent quelques secondes et elles sont éparpillées dans le film. Et ensuite, on la rebalance à la toute fin pour faire le dénouement final. Mais elle est totale. Et d'ailleurs, ouais, elle est totalement invisible de tout le film. C'est un personnage qui est totalement invisible, qui a zéro charisme et zéro importance, vu que de toute façon on la voit pas. Et en fait, le dénouement de l'histoire, c'est elle qui l'apporte en justifiant qu'elle est invisible et qu'elle sert à rien. Du coup, c'était forcé que ça marche. On est à quel niveau de foutage de gueule, quoi? C'est une mise en abîme du what the fuck ou quoi là? Parce que franchement, le personnage ne sert à rien et on te la met à la fin en mode c'est elle qui apporte le dénouement parce qu'elle ne sert à rien. Et c'était imprévisible parce qu'elle ne sert à rien. Et sur le coup, ça m'a hyper gêné. Il y avait tellement d'autres choses à faire sur justement ce dénouement, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, clairement, ça n'a pas fonctionné. Mais bon. Voilà, quoi. D'ailleurs, en plus, là j'y pense, mais toute l'intrigue, enfin tout le plan du génie stratégique de Dumbledore repose en grande partie sur le fait que, enfin, il contrecarré en grande partie par le fait que Grindelwald peut voir des fragments de l'avenir. Jusque-là, je dis pas de problème. Ok, why not? Il peut voir des fragments de l'avenir. Du coup, il faut que la chose soit imprévisible. Il faut que la chose soit imprévisible. Ok. Si Grindelwald avait juste à avoir 3 scènes, enfin une des 3 scènes, et c'était bon, il savait. Et c'était bon, il savait. La scène où elle prend la mallette à Dragono, la scène où elle lit le papier de Dumbledore, et la scène où elle rend la mallette à Dragono. Il voyait une seule de ces 3 scènes, il comprenait que c'était elle qui avait l'animal fantastique et l'animal magique, le Kilin à la con, le Bambi. Et en fait, à partir du moment où il voyait une seule de ces 3 choses-là, tout le reste du plan ne sert à rien. Tout le reste du plan ne sert à rien. Du coup, je comprends pas. Le principe de on va faire 6 mallettes et on va les donner aux 6 personnages. Je dis why not. En plus, ils vont prendre les mallettes au hasard. C'est une très bonne idée. Parce que là, personne ne sait jusqu'à la fin qui a la mallette. Donc même si Grindelwald voit tout, il ne peut pas comprendre. Mais là, si en fait. Il y a ces scènes-là qui font que il va savoir qui a la mallette. Et du coup, c'est con. Je trouve ça très très con à la fin. Mais bon. Et puis d'ailleurs, Grindelwald, il voit l'avenir, mais il voit rien. Hein. Clairement, il voit que des scènes qui ne servent à rien. En fait, c'est simple. Tout le film, Grindelwald, il fait des trucs. T'as l'impression qu'en fait, les visions qu'il a, ils sont dans un autre... Soit il les comprend pas, soit ils font partie d'un autre film. Parce qu'en fait, le gars ne comprend pas ses visions. Il ne les interprète pas, il ne réfléchit pas avec ça. Ça aurait pu être un très bon point à creuser, hein, quand même. Mais en fait, non. En fait, non, il le fait pas parce que toutes les scènes qu'il voit, c'est les trucs qui n'ont pas d'impact, en fait, sur le plan de Dumbledore, sur son plan à lui. Donc c'est soit, en fait, il voit que les visions qui ne servent à rien, soit il voit les visions d'un autre film, soit des scènes coupées qui n'ont pas d'impact.
À aucun moment, tu vois, il y a un truc qui foire parce que Grindelwald l'avait vu. Ou il change son plan en mode non, ça ne marchera pas. Genre par exemple, envoyer Croyance combattre Dumbledore sachant pertinemment qu'il va perdre. Euh, Est-ce qu'il l'a vu en mode non, c'est pas le. Tu vois, juste une phrase. Non, c'est pas le moment de l'envoyer, il doit aller à tel endroit, telle heure pour avoir plus de chances de le combattre, de gagner. À aucun moment, le pouvoir de Grindelwald, il est évoqué une fois par Dumbledore. On le voit à 2-3 reprises voir des morceaux de l'avenir, mais c'est des morceaux qui servent à rien. Et qui n'ont pas d'impact dans le film. Et clairement, elle n'a pas d'impact dans le film, et en fait, son seul intérêt, c'est de casser un petit peu le délire à la fin, en mode, ah bah c'est moi qui avais le killing, parce que je sers à rien, du coup, personne ne pouvait le prédire. Voilà. Voilà. Personnage suivant, Youssouf Tama. Youssouf. Ça a été, honnêtement pour moi, ça a été, si je devrais dire, la plus grosse déception, même si j'ai, encore une fois, le film pour moi ne m'a pas déçu vu que je m'attendais à rien. Ce personnage-là, ça a été un petit peu une déception pour moi parce que je le trouve. Dans le 2, en fait, il était totalement OSEF, il était OSEF sur 20. Je l'avais pas aimé, je le trouvais vraiment un pas livide mais transparent, sans intérêt. Toute l'histoire, en fait, tout le scénario avec lui, sa sœur, son frère et tout, on s'en battait les reins. Ça venait plus gêner qu'autre chose. Et là, en fait, là, le gars, en fait, a un background. Là, le gars a un background. Il est là, il avait sa sœur, L'état Lestrange, qui a été tué à la fin du 2. Il a un background. Tu le vois, le mec est déterminé. Dans les premières scènes du film, le mec est déterminé, il est cash, il est direct. Il te sort à Norbert, je sais ce que je dois faire, en mode ferme ta gueule, et il part. Tu dis, le gars, il est déter. Il a sa mission, il a son objectif, c'est-à-dire venger sa sœur. À aucun moment c'est dit, à aucun moment c'est utilisé, à aucun moment c'est intéressant de le voir. Ça aurait été un truc très très beau à voir. En plus, putain, le deuxième truc totalement con, c'est qu'en fait, il va espionner en fait Grindelwald. Et sa technique pour espionner Grindelwald, c'est de frapper à la porte. Putain, on dirait Perceval et Caradoc, quoi. Mais du coup, il frappe à la porte. Et il dit, ouais frère, du coup, je suis là pour t'espionner pour le compte de Dumbledore. T'as la meuf, là, la copine, j'ai oublié son nom, la copine du Moldu, qui sait lire les pensées. Grindelwald lui dit, ouais, est-ce qu'il dit la vérité? La meuf, elle dit, oui. T'as quand même buté sa sœur, du coup, au final, il se dit, ouais, j'ai quand même buté ta sœur, ça te fait quoi? Le gars, il dit, je m'en fous. La meuf dit que c'est totalement faux. Et du coup, Grindelwald décide de lui effacer tous les souvenirs qu'il a de sa sœur. Du coup, il prend un personnage qui a une mission, qui est déterminé à réussir cette mission, avec comme principale raison que sa sœur est morte, et tu lui enlèves cette raison. Ça aurait pu être un très très beau truc à développer, je trouve. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain, forcément ça va foutre la merde. Parce qu'il y a un deuxième personnage qui est lié à l'état Lestrange, la sœur de Youssouf, enfin la demi-sœur de Youssouf, on s'en branle. C'est Thésée Dragono, le frère de Norbert. Ça aurait pu être très sympa de confronter les deux là en mode mais tu te souviens pas de ta sœur, l'état, etc. Et le gars en mode bah non, non, clairement pas. Là maintenant je suis avec Grindelwald à 100% parce qu'en fait j'ai perdu ma principale raison de combattre Grindelwald en fait. Et en fait non, à la fin il a perdu sa principale raison, mais au moment fatidique, tu le revois parce qu'en fait tu le vois 3 fois dans le film, au début du film, au moment où on lui efface la mémoire et à la toute fin. Le personnage n'a aucun impact dans l'histoire, et à la fin en fait rien n'a changé pour lui, on lui a effacé la mémoire, il n'a aucune raison de combattre Grindelwald ou Dumbledore, ou de combattre avec Grindelwald ou avec Dumbledore, mais il décide de combattre Grindelwald. Sans aucune raison, juste parce que c'est un gentil. Du coup, je trouve qu'en fait le personnage est très mal utilisé en fait. Il avait une putain de raison de combattre Grindelwald, mais à aucun moment c'est utilisé. À aucun moment tu l'utilises, à aucun moment ça a un intérêt d'en parler, d'en discuter. Ça aurait pu être très très beau de voir Thésée qui était fiancé à l'état Lestrange face à au demi-frère de l'état. Le combattre en mode mais tu te souviens pas de l'état, etc. Et puis
je sais pas, utiliser une tournure en mode ta gueule c'est magique, petit sortilège de retrouvage de mémoire, et paf, quoi, tu te souviens de l'état, et les gars ils se disent putain, ouais, t'as raison, tu vois. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu donner une scène très intéressante, qui aurait amené quelque chose dans le scénario, surtout pour ce personnage, mais aussi pour Thésée en plus, mais là en fait non. Là on passe totalement à côté, et le personnage n'a pas d'intérêt en fait, à part d'être, de faire partie de l'équipe des gentils, quoi, parce qu'il fallait une équipe de gentils. Voilà. Du coup, je trouve ça un peu dommage pour ce personnage, mais bon. Est-ce que j'ai fait le tour? Ah bah d'ailleurs, pour continuer dans... Ouais, j'ai fait le tour de ce personnage, mais pour continuer un petit peu dans les déceptions, c'est ce personnage-là. Alors quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher de faire la blague, parce qu'en fait, il appelle à plusieurs reprises le professeur X. Mais c'est X, enfin c'est Lali X, H-I-C-K-S, mais en fait, il appelle professeur X. Je me suis dit, putain, Charles Xavier, il a vachement changé, quoi. Il a glow up de fou, le mec. Mais bref, je me suis tapé mon délire tout seul dans le cinéma, c'était assez drôle. Mais en fait, le personnage... Bah, après, ouais, je voulais quand même revenir sur un truc. Tous les acteurs du film ont un putain... ont un très bon charisme et savent très bien interpréter leur rôle. Même là, l'assistante de Norbert qui a zéro charisme, c'est le personnage qui veut ça, c'est pas elle qui l'interprète mal, c'est elle qui arrive à faire que le personnage est totalement invisible. Et même ça, tu vois, en fait, c'est une preuve quand même de niveau d'acteur assez comasse, on va dire, parce qu'en fait, ça marche. Tous les acteurs, en fait, sont extrêmement bons dans le film, et c'est pour ça que je trouve que c'est un très bon divertissement, parce que ça te permet vraiment de te plonger là-dedans. Dommage qu'il n'y a pas de scénario dans lequel nager, tu vois. Il n'y a rien, c'est vide, tu vois. On t'invite, t'as tout ce qu'il faut pour que tu plonges tête première dans la piscine, mais il n'y a pas d'eau. Du coup, au final, tu te tapes juste un mal de tête. Bref. Et en fait, elle, c'est typiquement le cas. Tu veux nous prendre un professeur de Poudlard? Pourquoi pas? Tu veux nous prendre une meuf? Pourquoi pas? Ok. Pourquoi tu prends pas McGonagall? Elle fait 2 apparitions dans le film, 2 apparitions qui sont totalement au safe, qui sont totalement fan service, qui ne servent à rien. Elle porte en fait juste un message à la con, putain. McGonagall, c'est un hibou dans ce film en fait. C'est un hibou. Ah putain, c'est dommage que je peux pas faire des mèmes en direct parce que sinon j'aurais mis Edwige avec la tête de McGonagall, tu vois. C'est typiquement ça. Et là aussi, il y a une deuxième scène où on la voit même pas, c'est juste Dumbledore qui dit ouais, si vous voulez des cafés et des croissants, il y a McGonagall qui est là pour vous servir. Putain, c'est un elfe de maison en fait. C'est Dobby. C'est McGonagall, l'elfe de maison. Je trouve ça con parce qu'en plus, même dans le 2, McGonagall avait un rôle un petit peu plus imposant dans le 2. On la voyait dans les flashbacks justement de Leta, Lestrange et de Norbert Dragono, où tu te rendais compte que c'était une jeune professeure avec pas d'autorité, zéro charisme, alors que McGonagall, dans les films Harry Potter, la meuf, elle impose, quoi. Quand elle dit à ses élèves « fermez vos gueules », ses élèves ferment leur gueule. Et je trouve ça un peu con que là, dans le film-là, dans le 2 déjà, mais aussi dans le film-là, McGonagall est relayé au second plan, un personnage qui ne sert à rien, qui n'a pas de charisme, qui n'a pas d'autorité, et ça aurait été cool, parce qu'en fait, t'as le point de départ dans le 2, où tu vois une McGonagall jeune, qui n'a pas d'autorité, qui ne sait pas vraiment y faire, et tu as le point final de McGonagall, sûre d'elle, autoritaire, très bonne professeure, et très puissante. Dans les films Harry Potter. T'as un point de départ, t'as un point d'arrivée, et en fait, tu peux faire le lien entre les deux. Là, ça aurait été une très belle épreuve pour McGonagall de un peu level up, de devenir plus sûre d'elle, de gagner en autorité, de devenir, de même s'entraîner en fait, de tout simplement balancer ses petits sortilèges. Au final, non, le choix a été de la laisser en clin d'œil, en caméo à la con, un peu en mode fan service, qui ne sert à rien. Ok, donc tu nous donnes un autre professeur de Poudlard. Du coup, on va regarder ce qu'elle fait en fait, ce professeur. Rien. Rien. En fait, elle balance 3 sorts et c'est tout. La meuf, elle a ses 2 petits combats. Le premier combat dans la salle avec justement le moldu et où il y a tous les aurores qui essaient de la fumer avec son cahier là. C'est extrêmement beau. Les combats sont hyper propres. C'est pas le problème. Le deuxième, c'est avec Thésée à la fin. C'est vraiment stylé. Ce personnage est stylé, il a un charisme de fou.
Mais en fait, tu retires ces combats, bah voilà, en fait, t'as retiré tout l'intérêt du personnage. Elle est là uniquement pour se battre, et du coup, en fait, je trouve que c'est un peu con, parce qu'en fait, tu l'interchanges avec McGonagall, ça fait plus de trucs à raconter. Parce que elle, on l'a jamais vue avant, on la reverra probablement jamais après. Du coup, bah en fait, le personnage commence dans ce film-là, se finit dans ce film-là, elle n'a pas évolué, elle n'a rien appris, elle ne sert pas à grand-chose dans le dénouement final, à part se battre, et, servir en fait de babysitter au moldu, sinon le reste au set. Et du coup, bah c'est un peu dommage. Bah, j'ai le truc qui s'éteint, c'est pas grave, on va faire ça. Du coup, c'est un peu dommage, en fait, j'aurais préféré voir une McGonagall jeune avec laquelle tu peux raconter des choses, plutôt que elle qui, au final, n'apporte rien au scénario, en fait. Ou elle aurait pu apporter des trucs au scénario, mais le problème, c'est que c'est très mal utilisé. C'est comme Youssouf Tama, et c'est pas du tout utilisé. C'est à aucun moment, t'as un impact ou une volonté d'en faire quelque chose de ce personnage. Et c'est dommage. Et justement, on va parler d'un autre personnage qui ne sert à rien à part à se battre, c'est Thésée. De lui, en fait, je vais quand même lui décerner un truc, c'est la palme d'or de l'incompréhension. Je comprends vraiment pas, en fait, le but de ce personnage-là. Je comprends vraiment pas le but du personnage, parce qu'en fait, le mec, il a perdu sa fiancée. Je crois qu'il ne prononce même pas une seule fois son nom de tout le film. C'est vraiment perturbant, quoi. Le mec a perdu... C'est Youssouf Tama qui a perdu la mémoire, mais c'est lui qui a totalement oublié sa fiancée. Le mec en a rien à foutre. La meuf, elle est morte, le mec s'en bat les reins. Je trouve que c'est assez choquant, tu vois. Il est là, tranquille, en train de faire ses blagues, en train de titiller son frère, en mode « au safe ». Je rigole, mais... Franchement, c'est choquant, tu vois. Pareil, t'as lui et Dragono. La relation entre lui et Dragono, on le voit dans le 2, ils ont une relation un peu conflictuelle, ils sont pas toujours d'accord avec tout. Lui, c'est un Aurore, lui, il veut pas être un Aurore, il trouve que c'est des cons. Du coup, il trouve que son frère, c'est un con. D'ailleurs, t'as la scène qui me fait beaucoup rire quand t'as la meuf de Norbert qui a totalement disparu du film, à qui lui fait 2 sorts et qui le met KO sur une chaise. T'as Norbert qui sort, oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Je trouve ça drôle. Pourquoi ils ont pas creusé en fait cette relation entre les deux frères? Pourquoi? En plus, il y avait des trucs sympas à faire. En mode, tu vois, tu t'enlèves Youssouf Tama, tu mets lui à la place en mode, je suis déterminé à buter Grindelwald. Je m'en bats les reins de ne pas avoir en fait les capacités, la puissance nécessaire pour combattre Grindelwald. Je m'en balèque, je vais le défoncer. Je vais quand même tenter ma chance, je vais le défoncer en mode détermination, quitte à mourir, il s'en fout. Tu peux même dire, ouais, il veut mourir pour retrouver sa femme, on s'en tape. Lui mettre ça, et en plus, tu accentues aussi le fait qu'il s'en bat les couilles des animaux et qu'il trouve que l'occupation de son frère, c'est de la merde, que c'est de la merde. Du coup, bah, tu peux faire un petit peu, pas évoluer ça, mais tu peux en fait mettre les deux trucs là en parallèle, en mode, il est déterminé à buter Grindelwald, et son frère, lui, a un moyen de le combattre, c'est le Kill pour retourner le plan de Grindelwald contre lui. Mais en plus de ça, il fait partie des animaux fantastiques, de l'univers de Norbert Dragono. Ben, lui, il s'en bat les couilles, tu vois. Lui, il s'en bat les couilles total. Il s'en fout, mais royalement, du Kill et tout. En plus, ça aurait pu rajouter un truc assez intéressant. C'est que à la fin, ils ont 6 mallettes. Il y a le Kill qui est dans une seule d'entre elles. C'est vraiment fait au hasard. Norbert essaye d'avoir la bonne mallette, mais il se plante. Et en fait, à la fin, c'est Thésée qui a la mallette. Et dans le film, tu vois, à un moment, juste parce qu'il a croisé Grindelwald, il a mis en danger tout le monde, il a failli buter le Kill, etc. Il a failli révéler, en fait, le plan de Dumbledore ou quoi. Et t'as Norbert qui le défonce par rapport à ça. Et là, à la fin, en fait, t'as Thésée qui a le Kill dans sa valise et qui fait tout pour le défendre, ce Kill, et qui renonce, en fait, à sa vengeance personnelle, et qui décide en fait de protéger le Kill, et à la fin, tu vois, limite il en meurt à terre et tout, et en plus tu peux faire écho aux autres films, au deuxième film plutôt, où c'est Norbert qui dit à son frère, enfin t'as son frère qui dit il va falloir que tu choisisses un camp, et à la fin du 2, t'as Norbert qui dit j'ai choisi mon camp, et ben là en fait, t'as Thésée à la fin, tu vois, il est au bord de la mort, la petite larme et tout, t'as le Kill qui sort de la mallette, et il a réussi sa mission, il a renoncé à sa vengeance
au profit du plan, c'est-à-dire protéger l'animal. Et il s'est rapproché de Norbert grâce à ça, et à la fin, tu vois, sur son lit de mort, il lui sort à son frère, change pas, c'est toi qui avais raison, tu vois. Et voilà, tu fais pondu à l'arrache, je le sais, c'est pondu à l'arrache, tu vois, mais si on va dire, tu médites un peu le bazar, il y a moyen d'en faire des trucs sympas, je pense. Et malheureusement, en fait, ça sera jamais fait. Et ça sera jamais fait parce que le personnage est totalement vide, il n'a aucune motivation, il est là uniquement pour se battre contre des sbires qui servent à rien. Le mec a perdu sa femme, elle est morte sous ses yeux, il s'en bat la race. Il n'a aucun. Voilà, tu peux le remplacer par n'importe quel autre personnage qui sait balancer des sortilèges. Tu prends n'importe quelle aurore qui sait se battre, c'est bon. Tu peux même garder exactement les mêmes dialogues en fait. Il n'y a rien qui change. Je trouve ça dommage parce qu'il y avait encore une fois beaucoup de choses à raconter avec ce personnage, mais rien à faire en fait, rien à faire. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon. Pourquoi il y a deux Japos de lui, je sais pas. Mais... Ouais. Faudrait que je taffe un petit peu et essayer de mettre des vidéos par rapport à ça, mais bon. Mais bon. D'ailleurs, ouais, il y a un truc assez sympa avec ce personnage, c'est encore une fois, tu vois, à un moment, ils sont emprisonnés dans un genre de Guantanamo allemand magique. La prison n'a aucun sens. Franchement, la prison n'a aucun... J'en reparlerai après, mais la prison n'a strictement aucun sens. Mais bref. Bref. Du coup, il est emprisonné. T'as Norbert, il y va. Et en fait, le seul moyen de sortir, c'est de faire le con en mode crabe comme ça et marcher un peu en égyptien, en mode profil, en mode crabe, tu vois. Et en fait, là, il trouve ça ridicule. Ça aurait été très intéressant, je pense, de continuer à creuser là-dessus. Tu vois, si tu le mets en mode déterminé à buter Grindelwald et tout, et d'ailleurs, c'est cette détermination qui l'a amené là, et c'est Norbert qui a dû venir le sauver, il continue à s'enfoncer là-dessus, et qu'en fait, il dit non, mais vas-y, c'est ridicule, je fais pas ça, va te faire foutre. Il part en live, et en fait, les bestioles commencent à le choper, et ça réveille la grosse daronne qui commence à les attaquer. Et à la fin, bon, ils s'en sortent, et t'as Norbert qui continue à lui dire, mais t'es vraiment débile, tu vois. T'es vraiment débile. Mais non, en fait, ça sera pas annoncé, en fait, ça sera pas fait comme ça, et c'est con, en fait. Je trouve ça con. Le personnage avait beaucoup de choses à raconter, et rien n'est raconté avec. D'ailleurs, ouais, bon, là, on passe sur Norbert Dragono, c'est qu'en fait, tout ça, ça aurait permis de ramener les deux Dragono, tu vois, l'histoire de Youssouf, enfin, l'histoire de l'état Lestrange avec Youssouf, ça permettait de remettre Thésée au centre de l'histoire, un petit peu plus proche du scénario, mais aussi par le duo avec son frère, on va dire l'opposition avec son frère, ramener aussi Norbert Dragono au centre de l'histoire, tu vois. Parce que là, le mec, il sert pas à grand chose en fait dans le truc. Il a sa scène d'intro avec l'animal pour justifier le titre, ok, c'est cool. Sinon, le reste, on s'en fout. Même lui, en fait, il a l'air de s'en battre la race. La mort de l'état Lestrange, en fait, je comprends pas. T'as Youssouf Tama, c'est son demi-frère. C'était la femme, enfin la future femme de Thésée Dragono. Et c'était la meilleure amie d'enfance de Norbert Dragono. Les trois personnages, ils s'en battent la race, ils l'ont totalement oublié. Ils l'ont totalement oublié, tu vois. Je trouve ça un peu perturbant. Limite, les mecs, ils disent ah, j'ai perdu ma meilleure amie, t'as perdu ta femme, t'as perdu ta demi-sœur, on va faire un tacos. C'est exactement ça, en fait. C'est clairement résumé comme ça. Je trouve ça un peu con, c'est que t'as une... Alors, reprendre une expression d'un autre youtubeur, c'est le chef otaku. T'as une autoroute, tu vois. Tu peux faire plein de trucs, t'as juste à écrire. Mais en fait, non. En fait, non. Y a rien. Y a rien, c'est vide, en fait. Ça sert à rien. J'ai pas plus de choses à dire sur Norbert, à part que, ouais, il fait sa blague habituelle sur chaque film, où il se ridiculise un peu. Il a ses 2-3 dialogues avec Dumbledore, qui n'ont pas forcément d'intérêt non plus. Ils auraient pu avoir un intérêt, parce que, ouais, il y a lui et le Moldu. Durant tout le film, en fait, on est là à dire ouais, vous avez une vision enfin, ils disent à Norbert, t'as une vision à part du monde, il faut que tu gardes ça, cette façon d'être vraiment très bon, très gentil, etc. C'est Dumbledore qui lui dit ça.
Il faut que tu restes comme ça, il faut que tu restes cash et que tu prennes pas de gants avec les gens qui ne sont pas gentils, en fait, qui sont mauvais. Il faut pas que tu te changes parce que c'est ça qui te rend unique. Et ils disent aux moldus, ouais, t'as un cœur pur, t'es hyper gentil, etc. Tout le dilemme du film repose sur l'animal fantastique, le Killin, qui peut voir l'âme des gens et qui a été utilisé avant dans une sorte de légende. Une légende, c'était une légende en fait à l'époque, où le Killin choisissait le chef, enfin le président du monde magique. On est en période électorale, on a fini les périodes d'élection présidentielle, mais j'ai envie de dire que putain, si on utilisait le Killin pour faire ça, la scène en fait, t'as les candidats et t'as le Killin qui passe devant eux, il renifle, et il choisit le plus pur des trois. Putain, le machin, on fait ça avec nos candidats, le truc qui s'éclate la gueule contre le parpaing, quoi. C'est un truc de malade, bref. Et là, en fait, ça aurait pu être intéressant en mode, vas-y, je vais pas m'agenouiller sur l'un de ces trois connards qui se présentent, parce qu'en plus, dans le tas, t'as quand même Grindelwald, hein, le gars, c'est pas un bon, c'est pas un gentil, tout le monde le sait, il faut vraiment être con pour penser le contraire. Mais du coup, t'as les deux autres, on les connaît pas vraiment, on a leur nom, mais on a le visage de la meuf, je suis même pas sûr qu'on ait le visage du troisième. En gros plan, je parle, on le voit en plan large, un peu éloigné, mais je suis même pas sûr qu'on voit l'autre candidat. Là, comme ça, je ne me souviens même plus à quoi il ressemble. Mais la meuf, oui, on la voit, vu qu'à la fin, c'est elle que le Killin choisit. Mais justement, en fait, ça aurait été assez intéressant de voir le Killin, en fait, s'agenouiller face à Norbert. Parce que le gars est pur, il est gentil, etc. Il a sa vision du monde très manichéenne. Et en plus, c'est lui qui le sauve, putain. C'est lui, c'est le mec le plus gentil avec les animaux, c'est un animal. Pourquoi le mec ne va pas vers lui? Il est censé avoir un cœur pur, être hyper bon, droit dans ses bottes et tout, mais bref, bon, ok, pourquoi pas? Derrière, tu nous ramènes le moldu, en mode, le mec est hyper bon, il est hyper gentil, il a le cœur pur. Ça aurait été très sympa, et je pense un truc assez, on va dire, pas bon, mais un truc assez intéressant à mettre en parallèle en anti-parallèle de Grindelwald, en opposé avec Grindelwald, pardon. C'est le mec veut buter tous les moldus, et le meilleur président pour le monde magique, c'est un moldu. Ça aurait été assez sympa de mettre ça en exergue, on va dire, de mettre ça en fait. Je sais pas comment dire, je suis paumé. Je suis paumé dans mes mots. De mettre ça en fait au premier plan. D'en faire un peu le dilemme du film en mode les candidats en fait c'est pas forcément ceux qu'on pense, les bons candidats c'est pas forcément ceux qu'on pense. Ça aurait pu être assez sympa à faire mais malheureusement c'est pas fait. Non, le gars il préfère s'agenouiller devant Dumbledore, why not, mais encore une fois en fait ça ramène Dumbledore au premier plan du film alors que le mec est déjà au premier plan du film. Franchement, si il n'y a pas forcément de personnage principal au scénario, mais si tu dois vraiment choisir un seul, bah c'est Dumbledore. Il est dans le titre, donc c'est Dumbledore en fait. Donc pourquoi tu ramènes un personnage comme ça à l'avant du premier plan pour le mettre en valeur, alors qu'à la base c'est pas censé être lui qui doit être en valeur dans ce film, mais en plus il est déjà. T'as pas besoin d'en faire plus. Mais après ça a au moins le mérite de faire un truc pour moi, c'est qu'en fait j'ai jamais vraiment compris pourquoi tout le monde était à genoux et respectait autant Dumbledore. Tu vois, et moi il y a une scène qui me choque toujours, c'est pourquoi en fait t'as Remus Lupin dans les films Harry Potter. Je crois que c'est dans Le Prince de Sang Mêlé. Si ma mémoire est bonne, c'est dans Les Princes de Sang Mêlé. T'as Remus Lupin qui parle à Harry. Harry il dit ouais, Rogue c'est un mange-mort, il veut aider Draco à buter Dumbledore, etc. Et en fait t'as Remus, il lui dit juste stop, ferme ta gueule. Si Dumbledore fait confiance à Rogue, je fais confiance à Rogue. Pour lui, Harry Potter Harry a des preuves, il l'a vu, etc. Il l'a entendu, il s'en bat les. Tu peux lui ramener n'importe quel argument logique, pour lui, tant que Dumbledore lui fait confiance, je lui fais confiance. Et en fait, cette manière d'être autant aveugle face aux choses, tu peux la comprendre par rapport au background de Remus, tu peux la comprendre par rapport au fait qu'il a déjà affronté Voldemort une première fois, mais de ce que j'ai compris, je suis pas un immense expert de l'univers Harry Potter, mais de ce que j'ai compris, le gars était déjà hyper respecté comme ça, déjà à l'époque de la première confrontation avec Voldemort. De ce que je me souviens des bouquins, quoi. Du coup, j'ai envie de dire, pourquoi tout le monde lui fait autant confiance?
Est-ce qu'il y a une raison? Et là, en fait, oui, il y a une raison, c'est qu'en fait, le Kirin l'a choisi, et du coup, tout le monde le respecte pour ça, en fait. Du coup, je peux comprendre ça, mais encore une fois, je n'arrive pas forcément à voir le lien. Je trouve qu'il y avait d'autres choses à raconter par rapport à ça. Ouais, du coup, en fait, je me suis un peu devancé par rapport à ça. Je veux quand même revenir, parce que là, je vois sa gueule. Jude Law, dans le rôle de Dumbledore, putain, il est incroyable. Franchement, il est incroyable, le mec. Je... Dumbledore, c'est quand même un personnage qui a beaucoup de facettes pour moi. C'est le professeur, c'est le mec hyper charismatique, hyper sûr de lui, hyper puissant, qui garde une âme d'enfant un peu rigolote, qui a le sourire, qui est gentil, etc., etc. Et en fait, Jude Law arrive à te reprendre toutes ces facettes-là et à te les montrer dans un film où il apparaît pas vraiment beaucoup de fois, en fait, concrètement, mais il est hyper touchant, il est hyper puissant, il est hyper charismatique, il est hyper sûr de lui, c'est le daron du truc, c'est lui qui donne les leçons de vie à tous les personnages, et je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable, et franchement, je trouve qu'il était taillé pour le rôle. Franchement, toutes les apparitions qu'il fait sont une masterclass, pour moi, dans le film. Même si au final, bah, le dénouement sert à rien, le film est vide, tout ce que tu veux, hein, c'est toujours les mêmes arguments, mais honnêtement, il est le film. Sans lui, le film sera acheté. Là, ça serait même plus un bon divertissement, mais il est comme as, quoi. Et du coup, là, on va enchaîner sur son pote, la Grindelwald. Alors, honnêtement, Mads Mikkelsen, Mikkelsen? Ouais, c'est Mikkelsen, je crois. Il reprend le rôle de Johnny Depp. Honnêtement, j'ai vu pas mal de gens dire que le personnage était totalement livide, endormi, etc. Mais en fait, je trouve qu'il marchait hyper bien. J'étais hyper étonné, mais le mec, il a réussi à prendre... Encore une fois, en fait, tous les acteurs, je pourrais résumer ça comme ça, tous les acteurs ont très bien compris leur rôle, arrivent à l'interpréter, mais de manière magnifique, et lui aussi arrive à t'amener un Grindelwald un peu blasé. Et ouais, d'ailleurs, ouais. Ouais, d'ailleurs, il y a un peu ça. Ouais, bref. Il arrive à te ramener un Grindelwald un peu blasé et complètement sûr de lui et déterminé à buter tout le monde, clairement. Et il arrive vraiment à te vendre ça. En plus, il arrive aussi à te rendre le personnage dangereux. Chose que Johnny Depp, je trouve qu'il n'arrivait pas forcément à le faire. À part à la toute fin du film où il crame tout. Mais bon, c'est un peu facile. Mais là, lui, juste en parlant, il arrive à mettre une pression dans ces scènes. Et je trouve ça très très beau à voir. Mais je reste quand même curieux de savoir ce que Johnny Depp aurait proposé comme interprétation de Grindelwald. Mais en tout cas, je suis hyper heureux qu'ils ont laissé tomber son truc de l'œil blanc. Là, c'est le truc était foiré de toute façon. Là, franchement, on est sur quelque chose de beaucoup plus propre. Et je trouve qu'en fait, dans le 2, Johnny Depp a son charisme à lui, a son interprétation à lui, etc. Mais en fait, il te rend le personnage de Grindelwald un peu marrant, un peu souriant, et alors que là, en fait, ouais, Grindelwald, pour moi, dans le 2, l'interprétation de Johnny Depp, c'est un Dumbledore méchant, concrètement. C'est des personnes, ils ont à peu près la même puissance, le même intellect, les mêmes convictions, etc. C'est juste qu'en fait, il y en a un, il a brillé, il est devenu méchant, tu vois. Mais on sait pas pourquoi. Et en fait, j'ai du mal à m'imaginer Dumbledore avec Grindelwald de Johnny Depp, un peu en couple, tu vois, parce que là, ils sont clairement en couple, hein, c'est clairement dit. Mais j'ai du mal à les voir, en fait, l'alchimie qu'ils auraient pu avoir entre les deux, parce qu'en fait, ils sont trop proches. C'est de manière totalement manichéenne, t'as Dumbledore gentil et Dumbledore méchant. C'est Grindelwald. Rien d'autre. Alors que là, en fait, je crois que le personnage, il sourit qu'une fois dans tout le film. C'est quand il est porté par la foule en mode ouais, vous avez vu, ils veulent voter pour moi, tu vois. En mode, en plus il sourit pas, il a un demi sourire un peu sadique en mode ah, je vous ai baisé. Bref. Du coup, c'est même pas un sourire, et en fait, le mec, il a exactement cette gueule-là qu'on voit là. Ouais, j'espère que je suis dans le bon sens. Mais ouais, il a vraiment cette gueule-là en mode je suis blasé, je ne souris pas, je tire la gueule. Et pendant tout le film, c'est comme ça. Et du coup, en fait, ça fait pas en fait de lui un Dumbledore méchant. Pour moi, ça fait plus un Dumbledore qui aurait perdu sa gentillesse, son bonheur, sa joie de vivre, son sourire. Ça fait de lui un Dumbledore qui a perdu tout ça. Et en fait, tu sors en fait du cadre très manichéen du Dumbledore gentil, Dumbledore méchant, avec juste deux Dumbledore gentils et un des deux qui a juste perdu le bonheur, en fait, perdu la joie de vivre,
perdu son sourire, tout ce que tu veux. Et je trouve qu'en fait, ça rajoute un côté un peu gris. Et là, tu peux te plonger vraiment dans le scénario en mode, on n'est plus sur des gentils contre des méchants, mais contre un point de vue face à un autre point de vue. Avec leurs deux façons de voir le monde, etc. Et en plus, ça justifie un peu le truc, c'est que la scène d'intro du film où t'as Dumbledore face à Grindelwald dans un resto, la chimie fonctionne hyper bien, parce que t'as ce côté-là. Et il se demande, et Dumbledore, gentil, le vrai Dumbledore, se demande comment ça se fait qu'il est parti comme ça. Et t'as Grindelwald, il répond pas vraiment à la question dans mes souvenirs, il faudrait peut-être que je revoie la scène, mais dans mes souvenirs, il répond pas à la question, il l'élude un petit peu, et lui, il ne comprend pas pourquoi Dumbledore ne le suit pas. Parce qu'en fait, ils sont pareils, c'est juste sur ce point de vue-là qu'ils sont différents, et ils n'arrivent pas à se comprendre, et c'est pour ça, en fait, que je pense que Grindelwald perd un peu son sourire et sa joie de vivre, parce qu'en fait, il a perdu l'homme qu'il aime. Et je trouve ça assez intéressant, je trouve ça très très beau, je trouve ça très sympa à voir, mais en fait, c'est pas du tout développé, et je trouve ça c'est un peu con. Je trouve ça un peu con, c'est que c'est pas vraiment développé. Et par contre, ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont gueulé sur Dumbledore homosexuel, m'en fous complet. Et en fait, d'ailleurs, là je prends un risque, hein, mais bon, on n'a pas de viewer donc on s'en branle, je prends un risque. Mais en fait, t'as le couple homosexuel Dumbledore-Grindelwald, je le trouve extrêmement bien fait. Je le trouve extrêmement bien fait, on y croit parce qu'en fait, tout est traité de manière comme si c'était normal. Tu prends une meuf pour remplacer Dumbledore ou Grindelwald, c'est pareil. Généralement, en fait, ce que j'aime pas dans les couples homosexuels, dans les autres films, etc., surtout dans les trucs un peu à la Glee, etc., c'est que c'est des stéréotypes, c'est surjoué, c'est survendu, et en fait, ça casse les couilles, tu vois, ça. C'est un truc, ça te donne envie de vomir à la limite, tu vois, c'est chiant. Alors que là, pas du tout. Le truc est traité de manière normale. C'est traité de manière normale, comme ça devrait toujours l'être, en fait, pour moi. Ça devrait toujours être comme ça, et... c'est pour ça qu'en fait, pour moi, ça marche hyper bien, qu'il y a vraiment l'alchimie entre les deux acteurs, qui sont des très bons acteurs, hein, de toute façon. Et là, ça marche bien. Et là, ça marche vraiment bien. Et c'est pour ça que je trouve le couple qui fonctionne très bien. Là, je suis en train de me répéter, mais c'est pas grave. Parce qu'il fonctionne très bien, de toute façon, il faut le dire. Mais parce qu'en fait, c'est traité de manière normale. Tu prends des couples homosexuels dans d'autres films, tu remplaces l'un des deux protagonistes par une meuf, les dialogues n'ont plus aucun sens. Les trucs sont totalement foirés parce qu'en fait, les dialogues sont justifiés parce qu'ils sont homosexuels. Alors que là, tous les dialogues, tu prends un couple hétéro, meuf, mec, c'est pareil. T'as rien à changer. Le truc est traité de manière normale. Enfin, putain, j'ai envie de dire. Et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. C'est pas du tout choquant, il y a rien de bien, il y a rien de bien, il y a rien de mal. Et en fait, c'est juste traité de manière normale. Sans fioritures, sans stéréotypes, sans rien d'autre. Et je trouve que ça fonctionne hyper bien. Ça fonctionne hyper bien. C'est hyper propre, en tout cas, je trouve. Mais bon. Ouais, après, on s'éloigne du côté manichéen, ça c'est très propre. Du coup, ouais, j'en ai fini avec cela. Je commence à avoir la gorge sèche. Pardon. En fait, t'as là, les deux personnages là. Ça va aller vite, hein, ça va aller vite. C'est que c'est en fait du OSEF total. C'est du OSEF total. Croyance. T'as les polémiques autour de l'acteur là, de Ezra Miller là. Je crois qu'en fait, ils se sont dit bon, il nous gêne, on va un peu l'évacuer comme on peut du scénario parce que faut pas qu'il ait un rôle important. C'est con, c'est que dans le 1, normalement c'est censé être la clé de voûte de tout. Dans le 2, c'est encore surjoué en mode c'est lui le seul moyen de tuer Dumbledore. Et là, OSEF total. Rien à branler total. C'est du OSEF. Le mec a 3 pauvres scènes, il dessine sur les miroirs, on s'en branle. Même le climax à la fin, au final, c'est pas le frère de Dumbledore, c'est le fils d'Abelfort, donc le neveu d'Albus Dumbledore. On s'en branle. Il meurt à la fin, on s'en branle. Le Phénix, on s'en branle. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Ouais, voilà, du coup, aucun intérêt. Je lis mes notes là en vitesse, mais ouais, j'ai juste marqué aucun intérêt. Ouais, du coup, c'est Queenie, voilà, putain. La meuf, c'est Queenie. Elle, pareil, aucun intérêt. Franchement, elle et Youssouf, en fait, Youssouf Tama, ils partent un peu... Parce que, ouais, en fait, la meuf, à la fin du 2,
t'as l'impression qu'elle part en mode, ouais, je vais rejoindre Grindelwald, parce que je crois en sa cause, tu vois. Là, dans le 2, dans le 3, pardon, elle est là, en mode, je m'en bats la race. Elle est là en mode, ouais, je suis là, mais en fait, j'ai pas forcément envie d'être là. Et en fait, ce qui aurait été sympa à faire, avec le personnage de Youssouf, qui est envoyé par Albus pour espionner, c'est de faire de ces deux-là un peu les rogues de la saga, tu vois, les espions cachés dans le camp ennemi. Mais en fait, non. Tu vois, tu rajoutes une scène où t'as Youssouf qui parle à la meuf, là, j'ai encore oublié son nom, Queenie, voilà, Queenie, qui parle à Queenie en mode, ouais, il faut que tu reviennes du côté lumineux, quoi, du bon côté. Et là, t'as dit, ouais, j'ai remarqué que Grindelwald, il est cinglé, donc ouais, je vais revenir. Mais en fait, ça marche pas. Ah, j'en ai marre. Ça marche pas, en fait. Ça marche pas parce qu'en fait, t'as pas cette scène, du coup, tu comprends même pas pourquoi elle reste, en fait. Ça n'a aucun sens. Et Grindelwald se base, pour juger les gens, il se base à 100% sur elle. Il a une confiance absolue en elle. Et je trouve ça con. T'aurais pu rajouter pas mal de choses aussi avec Youssouf et avec elle, mais en fait non, ça sert à rien. Et les deux personnages là ne servent à rien, et les trois personnages avec croyance ne servent à rien. C'est dommage. Encore une fois, t'as des boulevards, tu peux raconter plein de trucs, mais t'as rien à raconter. C'est con. C'est con. Du coup, ouais, là, pour résumer, toute l'intrigue du film se résume sur le Qilin qui peut voir l'avenir, enfin, voir l'âme des gens. Du coup, t'as... comment il s'appelle, Grindelwald, qui en a un, il l'a égorgé, il l'a buté, il te l'a explosé comme ça sur le sol, et ensuite il te le réanime en mode Imperium pour que le machin s'agenouille devant lui, pour qu'il soit élu de manière légale par le peuple, enfin par la bestiole, tu vois. Et t'as Dumbledore qui a récupéré un autre Qilin, parce qu'ils étaient jumeaux, il y en avait deux. Norbert a ramené à Dumbledore l'autre Qilin, parce qu'il faut bien justifier le fait que Norbert ait un rôle dans ce film. Du coup, ouais, il a l'autre Qilin et il l'amène en fait à Dumbledore pour justement contrecarrer. Ouais, là on a un vrai Qilin qui n'est pas mort, qui n'est pas un pantin, il va choisir de manière totalement impartiale. Voilà, c'est le seul animal fantastique qui sert à quelque chose dans le film, clairement. Et en fait, ouais, c'est toute l'intrigue du film. Et encore une fois, Grindelwald, il peut voir l'avenir, il peut voir du coup ce truc du Qilin. Le deuxième Qilin, il le voit jamais. Le plan de Dumbledore, il se dit, ah, il y a peut-être un truc avec les mallettes ou quoi. Pareil, rien à foutre. Il voit... il aurait pu voir, en fait, la meuf donner la mallette à la toute fin. Pareil, non, il le voit pas. Le mec voit l'avenir, mais il voit pas l'avenir. Il peut rien prédire. Je trouve ça con. À ce compte-là, en fait, ça sert à rien, en fait, de nous dire qu'il voit l'avenir si à aucun moment il s'en sert, en fait. C'est un peu dommage. Encore une fois, ça c'est un truc qui est très, très mal utilisé, très mal amené dans le film. Mais bon, le film est bien, le film reste bien, j'ai pas de problème par rapport à ça. Le film reste bien, il reste bien à regarder une fois. C'est ça le truc. C'est rien d'autre. Ouais, je reviens sur la prison allemande là. C'est du what the fuck. La prison, c'est du what the fuck. Le mec, il y rentre, il y sort en 10 minutes à peine. T'as 15 prisonniers qui sont... Non, peut-être pas 15, je vais pas abuser. Mais en gros, pour faire un peu... Pour ceux qui n'auraient pas vu le film et qui regarderaient quand même ça, la prison, les mecs sont pendus par les pieds, ils ont une petite loupiote, et quand la loupiote s'éteint, ils sont empalés par un genre de scorpion géant et ils meurent. Azkaban, c'est censé être la pire prison. Azkaban pue la merde. Azkaban, c'est un camp de vacances, tu vois. C'est une colonie de vacances pour gamins à côté de ça. Et le truc qui est hilarant, enfin le truc que je trouve hilarant, c'est que Norbert, il rentre, il ressort avec son frère en peut-être 10 minutes de film, même pas. Il y a 3 ou 4 prisonniers qui meurent. Leurs loupiotes s'éteignent et paf, ils sont empalés et ils meurent. J'ai envie de dire... C'est quoi le but de cette prison en fait? C'est juste nourrir une bestiole ou quoi? Parce que là, si tu les mets en prison, je sais pas. T'es censé les interroger, c'est que tu veux quand même les garder vivants en monnaie d'échange ou quelque chose. Bah non, ils meurent. Et en plus, ce qui me choque encore plus, c'est que les loupiotes ont l'air d'avoir 0 temps de vie. T'as Norbert, il rentre avec une loupiote, elle s'éteint en moins de 10 minutes. Et du coup, la bestiole se met à les attaquer. Encore une fois, tu vois, si Thésée avait foutu sa merde en mode non, mais moi je m'en fous de tout ça, et paf, ça aurait réveillé la bestiole et paf, il les attaque, ça aurait été plus cohérent, je pense.
Parce que là, en fait, le truc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est qu'en fait, t'as... comment ça s'appelle? Je suis perturbé, je suis perturbé. Là, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, Norbert s'emmène avec une loupiote qui s'éteint au bout de 10 minutes. Ça veut dire qu'en fait, tous les prisonniers qui sont là, ils sont là depuis moins de 10 minutes. Comment ça se fait que Thésée, ça fait 2 jours qu'il est là, sa loupiote, elle est toujours allumée. Donc bon. Non, donc cette prison est totalement what the fuck. J'ai pas compris. J'ai pas compris l'intérêt de cette prison. Une prison hardcore qui sert à rien. Donc voilà. Voilà. Norbert Thésée, pas développé. Youssouf. En fait, tous les personnages, même s'ils ont des très bons acteurs, le casting est formidable. Je trouve qu'ils sont hyper cohérents dans leur interprétation et on y croit vraiment. C'est ça qui te plonge dans le film en fait. Mais tous les personnages, quand tu les prends un à un comme je viens de le faire, bah, en fait, ils ont aucun sens, ils ont aucun intérêt, aucun impact sur l'histoire à part Dumbledore, on va dire. Mais sinon, tout le reste, ça sert à rien. Et voilà. Le final est totalement facile avec le Killing, avec la meuf, l'assistante de Norbert qui ramène le Killing de sous sa robe en mode tiens, en fait, il était là depuis le départ et personne ne s'en est douté étant donné que je suis totalement invisible. Je trouve ça hyper facile, quoi. Ça aurait été, je trouve que t'avais beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à faire sans ça. Mais bon. Donc voilà. La mort de l'état étrange qui était censé être un truc important du film, au save total. Au save total. Voilà quoi, en fait, il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, non. Je pense que j'ai fait le tour là. Encore une fois, en fait, je suis très négatif là depuis le début, là, ça va faire 1 heure que je parle. Je suis très négatif, mais parce qu'en fait, j'ai repris vraiment point par point chaque personnage pour montrer à quel point en fait le scénario est vide. C'est comme je t'ai dit, en fait, c'est là, t'as une putain de piscine olympique, hyper bien décorée, t'as tout plein de gens qui t'acclament en mode ouais, vas-y, pas le record du monde, tout ce que tu veux. Et en fait, quand tu plonges dedans, tout te donne envie de plonger dedans, mais quand tu plonges dedans, il n'y a pas d'eau. c'est exactement le même délire, là, tout te donne envie de le voir. Les décors, les effets spéciaux, le charisme des acteurs et tout te donne envie de voir le film, mais le film est vide. Le film est totalement vide d'intérêt, et je trouve ça un peu dommage parce qu'ils avaient le potentiel de faire pas mal de choses, mais ils sont passés à côté. Peut-être à cause des polémiques, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont passés à côté. Mais encore une fois, du coup, en fait, tout ça fait que ça ne peut pas être un bon film, c'est plus un mauvais film. Mais tout ça fait qu'en fait, c'est un bon divertissement. C'est un film que tu vas voir. Moi, j'ai pas la sensation de me faire arnaquer. Il y a des films, je vais les voir, j'ai envie de me faire rembourser à peine sorti, tu vois. J'ai vu la moitié du film, je suis déjà là en train de gueuler rembourser, tu vois. Là, non. Le film m'a plu. Il est divertissant, c'est un bon divertissement. C'est un film à voir, si t'es fan d'Harry Potter, si t'as des gosses qui sont fans d'Harry Potter, je pense qu'ils vont kiffer leur race à le voir. Mais clairement, on s'en fout en fait de ce film. Je le reverrai probablement jamais, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est pareil, ils le reverront probablement jamais. À part peut-être un soir où il passe à la télé et t'as plus internet, et t'as rien de mieux à faire. Il pleut des cordes dehors et du coup bah t'as rien de mieux à faire que de regarder le film, donc tu le reverras ce film. C'est la seule solution pour le revoir. Donc bon, je suis vraiment curieux de savoir s'ils vont nous faire le 4 et le 5, et surtout qu'est-ce qu'ils vont raconter dans le 4 et le 5. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'intrigue qui en ressort, à part le combat Dumbledore-Grindelwald. Il n'y a rien d'autre en fait à raconter, il n'y a rien d'autre à poursuivre, étant donné qu'en fait tout le reste on s'en bat la race. Les trucs à développer, la mort de l'état étrange, la dualité Norbert-Thésée au set total. Les autres personnages, le Moldu, bah, il a son happy end de fin avec sa femme, il a pu se marier, donc ok, ça se termine là du coup en fait. Lui, il a plus d'intérêt dans l'histoire. T'as Professeur X qui ne sert à rien. Clairement, elle n'est pas développée, elle n'a pas d'intérêt. Sa seule justification, c'est je suis un professeur de Poudlard, du coup j'obéis à Dumbledore. Donc pareil, tu veux raconter quoi avec ça? Il n'y a rien à raconter avec ça. Youssouf Tama, bah, pour moi, il a plus de raison d'être là, étant donné qu'il se souvient plus de sa sœur. Donc il a plus d'arguments pour combattre Grindelwald, en fait. Donc bon, à part le fait qu'il est gentil. Ça, voilà. Donc non, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont nous raconter dans le 4 et le 5. Mais honnêtement, je pense que ça va pas voler haut. Hein. Clairement, ça va pas voler haut. Donc bon, voilà, on s'arrête là. Moi, je vous souhaite bonne soirée, bonne chance pour la suite. Et ceux qui ont aimé le film, honnêtement, dites-moi dans les commentaires. Même ceux qui n'ont pas aimé, hein, dites-moi.
Comme ça, on verra. Et n'hésitez pas à passer en live, comme ça, on pourra discuter directement et débattre de nos arguments, de nos ressentis face à ce film. Et face à d'autres. Hein. Et n'hésitez pas aussi à me dire, parce que là, je teste, on va dire, des formats en prévision de la série Obi-Wan. Car, je vais faire des reviews. Toutes les semaines, je vais faire les reviews. On verra bien un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit aussi. Et que la force soit avec vous. A plus.